Je m'appelle Judy Brewster, et j'avais 33 ans la nuit où mes parents ont décidé que je ne valais pas le déplacement. Du verglas sur la route 15. C'est tout ce qu'il a fallu. Une seconde, je fredonnais avec la radio en rentrant chez moi pour Thanksgiving, les phares perçant le sommeil, et la seconde suivante, ma Camry a percuté la glissière de sécurité à 85 km/h, et s'est repliée sur moi, comme une canette écrasée. 4 côtes cassées, une rate lacérée, et une hémorragie interne assez grave, pour que le chirurgien traumatologue m'opère pendant 6 heures, pendant que j'étais quelque part, entre la vie et la mort. À mon réveil, la salle de réveil était vide. Pas de fleurs sur la table de nuit, pas de veste drapée sur la chaise, juste une lumière fluorescente, le bip d'un moniteur cardiaque, et un tableau blanc, où quelqu'un avait écrit « Famille prévenue, a refusé de venir ». L'infirmière en chef me l'a dit plus tard, avec douceur. De la façon dont on annonce à quelqu'un que son chien n'a pas survécu. Elle avait appelé ma mère à 6 heures du matin. La réponse de ma mère, une phrase que je porterai dans ma poitrine, plus longtemps que mes cicatrices, a été celle-ci, « Nous viendrons si elle meurt ». Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Ni ma mère. Ni mon père. Ni ma sœur, qui était trop occupée à arroser une dinde, pour décrocher le téléphone. Il y avait un homme, en veste noire, qui est entré dans cet hôpital, a payé l'intégralité de ma facture en espèces, et a laissé une boîte en cèdre, enveloppée dans du papier kraft, au poste des infirmières, avec une seule instruction, ne l'ouvrez pas, avant d'être rentré chez vous. Laissez-moi revenir en arrière. Le mercredi avant Thanksgiving, je venais de terminer un double service, dans l'unité de soins intensifs pédiatriques, de l'hôpital Sainte-Anne. 12 heures à surveiller un enfant de 4 ans sous respirateur, puis 12 autres heures, pour remplacer un collègue tombé malade. J'avais mal à la nuque. Ma tenue sentait l'antiseptique, et le café du distributeur que je m'étais renversé dessus à 3 heures du matin, mais j'ai quand même préparé mon sac de voyage, parce que j'avais promis à ma mère de faire la route jusqu'à du Nord, pour les fêtes. 3 heures sur la route 15, à travers les monts Allegheny. Je l'avais fait des dizaines de fois. Le grésil a commencé près de Louisbourg. J'ai réduit ma vitesse à 60, puis à 50. Les essuie-glaces claquaient. La route est devenue argentée. Et puis, plus rien. Aucun avertissement. Les pneus arrière ont dérapé sur une plaque de verglas, et la voiture a fait une embardée contre la glissière, avec un bruit semblable à celui d'un géant, froissant du papier d'aluminium. Je me souviens de l'airbag, me frappant au visage. Je me souviens d'une côte qui cède, un bruit sourd et humide, que j'ai plus ressenti qu'entendu. Après ça, juste l'air froid, s'engouffrant par la vitre brisée, et le goût de cuivre sur ma langue. Les ambulanciers m'ont dit plus tard, que j'étais consciente lorsqu'ils m'ont désincarcéré, mais je ne me souviens de rien. Je me suis réveillé 20 heures plus tard, dans un lit d'hôpital à Gésinger. Un drain dans le côté, une perfusion dans chaque bras, et une douleur dans la cage thoracique si vive, que chaque respiration me donnait l'impression d'avaler du verre. J'ai tourné la tête, pour regarder la chaise près du lit. Vide. J'ai vérifié mon téléphone, sur la table adaptable. Aucun appel en absence, aucun message, juste l'écran de verrouillage avec une photo de ma mère et moi, datant d'il y a 2 Noëls. Nous y sourions toutes les deux, comme si nous le pensions vraiment. L'infirmière en chef, une femme nommée Dana, avec des lunettes de lecture sur une chaîne en perles, est venue vérifier mes constantes vers midi. Elle a ajusté ma perfusion de morphine, a parcouru mon dossier, puis s'est assise sur le bord du lit. De la façon dont les infirmières le font, quand elles s'apprêtent à dire quelque chose qui n'est pas d'ordre médical. Votre famille sait que vous êtes ici, m'a-t-elle dit. J'ai appelé le numéro de vos contacts d'urgence, à 6 heures ce matin. J'ai attendu. Dana a regardé le dossier à nouveau, puis m'a regardé. Votre mère a dit qu'ils organisaient le dîner de Thanksgiving. Elle a dit qu'il viendrait, si les choses empiraient. Elle choisissait ses mots avec soin, mais j'étais infirmière depuis 9 ans. Je pouvais entendre ce qui avait été censuré. Qu'a-t-elle dit exactement, Dana? Dana a expiré. Elle a dit, nous viendrons si elle meurt. Point. La phrase a fait l'effet d'un second crash. Je me la suis repassée en boucle plus tard, allongée dans le noir, parce que la ressasser, était plus facile que de la ressentir. Le médecin, un chirurgien traumatologue nommé Okafor, l'avait écrit dans mon dossier, sous la section des contacts familiaux. Famille prévenue à 6h05.
A refusé de se présenter. Patiente stable en post-opératoire. C'était moi. Stable, en post-opératoire. Pas digne de faire 3 heures de route un jour de fête, quand il y a une dinde dans le four, et des invités qui arrivent à midi. J'ai fixé le plafond, et j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai calculé. Ma mère avait une table à manger de 24 places, qu'elle avait achetée à crédit, l'année où ma sœur Meghan s'était fiancée. Les parents du fiancé de Meghan venaient. Les amis d'université de Meghan. Le collègue de Meghan, qui apportait le bon vin. Il n'y avait pas de place à cette table, pour une fille avec un drain et une perfusion de morphine. Il n'y en avait d'ailleurs jamais eu. La question suivante est venue lentement. Comme le brouillard qui se lève. Si ma famille n'a pas payé la facture de l'hôpital, qui l'a fait? Je devrais vous dire qui je suis, parce que c'est important pour la suite. Je suis infirmière en soins intensifs pédiatriques, à l'hôpital pour enfants Saint-Anne, à Harrisburg. Je tiens les enfants des autres, quand leur cœur s'arrête. J'accompagne les parents à travers les pires nuits de leur vie, pendant que leur tout petit est sous respirateur, que les moniteurs hurlent, et que le médecin traitant n'est pas encore sorti du bloc. J'ai fait ça pendant 9 ans. Je suis très doué, pour rester calme. Je suis aussi très doué, pour être celle qui reste en arrière. Thanksgiving, Noël, le Nouvel An. Je me portais volontaire pour chaque service de vacances, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et ma famille ne se plaignait jamais, quand je ne pouvais pas venir. Ils ne s'en plaignaient jamais, parce qu'ils le préféraient ainsi. Meghan était la fille, qui arrivait avec des fleurs, un plat en cocotte, et la bonne nuance de rouge à lèvres. J'étais la fille, qui arrivait avec des cernes foncées, des peluches de blouse médicale dans les cheveux, et un téléphone qui vibrait pendant la prière. Ma mère m'a un jour présenté à un voisin en disant « Voici notre autre fille. Elle travaille avec les enfants malades. Que Dieu la bénisse. » Si vous avez passé du temps dans une petite ville de Pennsylvanie, vous savez que cette phrase n'est pas une bénédiction. Quelque part dans ma vingtaine, j'ai arrêté d'espérer la place au premier rang. J'ai arrêté d'attendre le coup de téléphone de mon anniversaire, qui arriverait avant 10 heures du matin. J'ai arrêté d'attendre que ma mère me demande comment s'était passé mon service. Je ne lui en voulais pas exactement. Je me suis juste recalibré. Je suis une infirmière en réanimation pédiatrique. Se recalibrer, c'est ce que je fais. Vous évaluez les constantes. Vous acceptez les données. Vous ajustez le plan. Les données disaient, tu n'es pas la priorité. Alors, j'ai ajusté. J'ai travaillé les jours fériés. J'ai fait des doubles services. J'ai construit une vie, qui n'avait pas besoin de leur approbation. Et je me suis dit que c'était suffisant. Ça l'était presque. Lors de mon 2e jour à l'hôpital, une employée des services aux patients nommée Lorraine a frappé à ma porte. Elle avait peut-être 55 ans, les cheveux argentés attachés en arrière, des lunettes de lecture perchées sur le nez, portant un porte-bloc dans une main, et un petit paquet rectangulaire dans l'autre. Le paquet était enveloppé dans du papier Kraft brun, attaché avec de la ficelle de cuisine blanche. Le genre d'emballage qui semblait appartenir à un colis envoyé en 1962, pas dans un hôpital moderne. Mademoiselle Brewster, elle est entrée et a posé le paquet sur ma table. Un monsieur a déposé ceci pour vous, hier soir. Grand, plus âgé, veste en laine noire. Elle a jeté un coup d'œil à son porte-bloc. Il a également réglé votre compte. J'ai cligné des yeux. Mon compte? Votre facture d'hôpital. La chirurgie, l'anesthésie, la chambre, tout. Payé en totalité. Elle l'a dit de la même manière qu'on dirait que quelqu'un vous a apporté un repas. Comme un fait accompli, une routine. Mais il n'y avait rien de routinier, dans le fait qu'un étranger entre dans un hôpital, et paie une facture, qui devait dépasser les 80 000 euros. Il a laissé un message, a ajouté Lorraine. Il a dit, et je l'ai noté parce que ça semblait important, dites-lui de ne pas l'ouvrir, avant d'être rentré chez elle et point. J'ai fixé le paquet. Il avait la taille d'une boîte à chaussures, mais semblait plus lourd. Quand je l'ai soulevé, le papier a crépité, et en dessous, j'ai perçu une légère odeur. Du cèdre. Comme l'intérieur d'un coffre d'espérance, comme l'atelier de mon grand-père, auquel je n'avais pas pensé depuis des années. A-t-il laissé un nom? Lorraine a secoué la tête.
Juste la veste, et les instructions. Elle est partie. J'ai tenu la boîte pendant un long moment, passant mon pouce le long de la ficelle. Mes côtes hurlaient à chaque fois que je bougeais, et l'odeur de cèdre continuait de s'élever, comme une question à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Ils m'ont fait sortir le vendredi après-midi, 2 jours après l'accident, un jour après Thanksgiving. Personne de ma famille n'est venu me chercher. Ma collègue, Renata, a conduit 45 minutes depuis Harrisburg, dans sa Subaru avec les sièges chauffants, et l'autocollant sur le pare-choc qui disait « Les infirmières le font avec des gants ». Elle m'a apporté un sandwich à la dinde de chez Wawa, et n'a posé aucune question sur la raison pour laquelle ma mère n'était pas là. C'est ça le truc avec les infirmières des urgences. Nous savons quand il ne faut pas poser de questions. Mon appartement était froid quand nous sommes arrivés. J'étais parti à la hâte mercredi soir, et j'avais oublié de monter le chauffage. Renata m'a aidé à entrer, à ajuster mon écharpe, à poser mes médicaments sur le comptoir, et a fait chauffer une tasse de bouillon au micro-ondes, parce que je ne pouvais pas lever le bras assez haut, pour atteindre les boutons. À chaque fois que je riais à l'une de ces blagues, mes côtes me punissaient. Une douleur brûlante et lancinante, qui irradiait de mon côté gauche jusqu'à mon omoplate, plus vive maintenant qu'à l'hôpital, parce que j'avais réduit ma dose de morphine de moitié, par habitude. La boîte en cèdre reposait sur le comptoir de ma cuisine, là où Renata l'avait placée. Elle l'avait portée depuis la voiture, sans faire de commentaires. Elle avait l'air de ne pas être à sa place, entre le grille-pain et la coupe de fruits, trop solennelle pour un plan de travail en formica. « Tu vas l'ouvrir » a demandé Renata, en enfilant son manteau. J'ai secoué la tête. Pas encore. Elle n'a pas insisté. Elle m'a juste serré dans ses bras avec précaution, de la façon dont on serre quelqu'un dont les côtes sont maintenues par des fils chirurgicaux, et elle est partie. L'appartement est devenu silencieux. Je me suis assise à table avec mon bouillon, j'ai fixé la boîte, et j'ai pensé au montant sur ma facture d'hôpital. 82 400 €. Quelqu'un avait fait un chèque pour ça. Quelqu'un en veste noire, qui sentait le cèdre. Samedi matin. Le téléphone a sonné pour la première fois depuis l'accident. Pas un message, pas une notification, un véritable appel. Je ne reconnaissais pas le numéro. Un indicatif de Scranton. Mademoiselle Brewster. Mon nom est Daniel Frost. Je suis avocat spécialisé en succession, chez Frost et Associates, à du Nord. Je me suis assise trop vite, et mes côtes m'ont rappelé de ne pas faire ça. Je vous appelle concernant votre grand-père, Walter Brewster. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé à voix haute, depuis des années. 16 ans, pour être exact. Walter Brewster. Le père de mon père. L'homme que ma mère avait banni de nos vies, quand j'avais 17 ans. L'année où j'avais commencé à postuler pour des écoles d'infirmières. L'année où mon grand-père a cessé d'apparaître aux fêtes, a cessé d'appeler, a cessé d'exister dans le vocabulaire de notre famille, autrement que comme une mise en garde que ma mère racontait lors des dîners. Votre grand-père est décédé, a dit Frost. Il y a 3 semaines. Paisiblement, chez lui. Conformément à ses instructions, je vous contacte maintenant. 3 semaines. Mon grand-père était mort depuis 3 semaines, et personne ne me l'avait dit. Pas mon père, dont il était le père. Pas ma mère, qui avait apparemment le temps d'organiser un repas de Thanksgiving de 24 places, mais pas 30 secondes pour décrocher le téléphone, et dire « Ton grand-père est parti ». Monsieur Frost, ai-je dit. Je n'ai pas parlé à mon grand-père depuis que j'ai 17 ans. J'en suis conscient, a-t-il répondu. Votre grand-père l'était aussi. Il savait également que vous seriez la dernière à être informée. Il y a eu une pause. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, de me parler de la boîte ? La boîte en cèdre était toujours sur le comptoir de ma cuisine, intacte, la ficelle toujours nouée. Je voudrais vous rencontrer en personne, mademoiselle Brewster. Il y a des documents que vous devez voir, et quelque chose que votre grand-père voulait que vous compreniez, avant que quiconque ne vous contacte, au sujet de sa succession. Quiconque d'autre ? Il parlait de mes parents. J'ai rencontré Daniel Frost le mardi suivant, dans son bureau sur Main Street à du Nord. Un bâtiment étroit en briques, avec une plaque nominative en laiton, et une salle d'attente qui sentait le vieux cuir, et l'encaustique au citron. Frost approchait de la 70 scène. Il était mince, précis, avec des cheveux argentés peignés en arrière, et des lunettes de lecture qu'il pliait et dépliait sans cesse,
pendant qu'il parlait. Il portait une veste en laine noire, la même veste que Lorraine avait décrite. « Je suis l'avocat de votre grand-père depuis 23 ans, a-t-il dit, en s'installant derrière son bureau. J'ai rédigé son testament. J'ai géré sa fiducie. Et au cours des 16 dernières années, je suis la personne à qui il a le plus parlé de vous. J'ai posé la boîte en cèdre sur le bureau, entre nous, toujours emballée, toujours nouée. » Frost l'a regardé de la façon dont on regarde une lettre, qu'on attend de livrer depuis très longtemps. « Vous avez été la première personne que j'ai appelée après la mort de Walter, a-t-il dit. Pas votre père. Vous. C'était l'instruction de Walter. Écrite et notariée. Il a ouvert un dossier chemise. Votre grand-père a établi une fiducie révocable en 2011. Il l'a financée avec les bénéfices de la vente de son atelier d'usinage, ses économies, et une propriété locative à Scranton. La fiducie désigne un seul bénéficiaire. Il a fait glisser une page sur le bureau. Mon nom était tapé au centre du document, en police classique taille 12. Judith Ann Brewster, seul bénéficiaire. L'homme à la veste noire, ai-je dit. Frost a presque souri. Walter m'avait demandé d'y aller en personne. Il ne voulait pas que vous vous réveilliez seul, avec rien d'autre qu'une facture, et un tableau blanc. Ma poitrine s'est serrée. Pas les côtes cette fois. Quelque chose de plus profond. Mon grand-père, que je n'avais pas vu depuis l'âge de 17 ans, avait fait en sorte que lorsque je me réveillerais brisé et seul dans une chambre d'hôpital, quelqu'un soit là. Pas mes parents. Lui. La dernière fois que j'avais vu mon grand-père, j'avais 17 ans, et il en avait 63. C'était un dimanche d'octobre. Il avait fait la route depuis du Nord, dans sa vieille camionnette Ford, celle avec la banquette et la radio AM qui ne captait que 2 stations, pour me regarder jouer au hockey sur gazon. Un match d'équipe réserve, qui n'avait d'importance pour personne d'autre que lui. Après le match, il m'a emmené dans un dîner, et a commandé pour nous deux un croque-monsieur et une soupe à la tomate. Et pendant que nous mangions, il m'a posé des questions sur mes cours, ma liste d'université, et si j'avais continué à réfléchir, à l'école d'infirmière. Il écoutait de la façon dont il écoutait toujours, légèrement penché en avant, une main enroulée autour de sa tasse de café, sans regarder sa montre, sans jeter un œil à la télé au-dessus du comptoir. Mon grand-père était machiniste. Il avait géré un petit atelier à Scranton pendant 40 ans, broyant et tournant du métal pour fabriquer des pièces pour l'équipement minier. Ses mains étaient couvertes de cicatrices, et son ouïe était endommagé par des décennies de bruit de tour. Mais quand il me parlait, il était la personne la plus calme, et la plus concentrée de la pièce. Peu importe où tu atterris, ma grande, a-t-il dit ce jour-là, en essuyant un peu de soupe sur son menton avec une serviette en papier. Je saurai comment te trouver. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais que c'était juste le genre de choses que disent les grands-pères. 3 semaines plus tard, ma mère nous annonçait que Walter n'était plus le bienvenu chez nous. Elle a dit qu'il avait été difficile. Elle a dit qu'il s'était mêlé de ceux qui ne le regardaient pas. Elle a dit que c'était pour le mieux. Mon père s'est tenu au comptoir de la cuisine, et n'a rien dit. Et juste comme ça, Walter Brewster a disparu de ma vie. Pas d'au revoir, pas d'explication logique. Juste une porte fermée, et un silence qui a duré 16 ans, jusqu'à ce qu'un homme en veste noire entre dans un hôpital, et paie ma facture. Si vous êtes encore avec moi, merci. J'ai pensé arrêter cette histoire une 12aine de fois, parce qu'une partie me fait encore trembler les mains. Mais je pense que quelqu'un qui écoute en ce moment, a sa propre boîte en cèdre. Peut-être pas une vraie, mais quelque chose que vous avez eu peur d'ouvrir. Quelque chose venant de quelqu'un que vous avez perdu, avant d'être prêt. Si c'est votre cas, abonnez-vous, et restez avec moi, parce que la partie qui a tout changé arrive maintenant. Je suis resté assise avec la boîte sur le bureau de Frost, pendant un long moment. J'ai passé mon pouce sur la ficelle, de la façon dont je l'avais fait chaque nuit depuis l'hôpital. Frost a patienté. Il ne m'a pas brusqué. Il avait attendu ce moment pendant 16 ans, et il semblait parfaitement satisfait, d'attendre quelques minutes de plus. Avant d'ouvrir la boîte, j'ai appelé ma mère. Je me suis assise dans le parking de Frost, le moteur tournant, mes côtes douloureuses contre la ceinture de sécurité, et j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Elle a décroché à la 4e sonnerie. Judy. Pas ma chérie, pas mon cœur, juste mon prénom, plat,
comme l'étiquette d'un dossier. Salut, maman. Je suis sorti de l'hôpital. J'ai entendu dire. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas posé de questions sur l'opération, sur mes côtes, ou sur le drain qu'ils avaient retiré la veille. Maman, grand-père Walter est mort. Une pause. Puis, je sais. Il y a 3 semaines. Oui. Personne ne me l'a dit. Judy, tu ne comprends pas ce que cet homme a fait subir à cette famille. Il était difficile. Il a rendu la vie de ton père misérable. Nous avons pris une décision il y a 16 ans, et c'était la bonne. Sa voix avait cette qualité brève, et répétée. La voix qu'elle utilisait quand le voisin demandait pourquoi Walter ne venait plus jamais à Noël. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, et j'ai senti mes côtes s'enflammer. Une pointe de douleur aiguë, qui a couru de mon sternum jusqu'à ma colonne vertébrale, comme si mon corps essayait de me dire quelque chose que mon cerveau savait déjà. Maman, pourquoi as-tu coupé les ponts avec lui? La vraie raison. Un silence, puis, plus doucement, ne va pas creuser, Judy. Certaines choses valent mieux d'être laissées tranquilles. Comme moi, dans une chambre d'hôpital. Elle a raccroché. Je suis resté là, avec le téléphone éteint sur mes genoux, respirant à travers la douleur de mes côtes, et je me suis repassé cette phrase. Ne va pas creuser. Dans mon expérience d'infirmière, quand la famille d'un patient dit « ne posez pas de questions », c'est qu'il y a toujours quelque chose dans le dossier médical, qu'ils ne veulent pas que vous lisiez. J'ai appelé tante Pam, cet après-midi-là. Pam était la petite sœur de mon père. Celle qui m'envoyait toujours une carte d'anniversaire chaque année, avec un billet de 20 € glissé à l'intérieur. Celle qui semblait toujours vaguement mal à l'aise lors des réunions de famille, comme si elle était assise sur un secret qu'on lui avait demandé de ne pas partager. Pam, que s'est-il vraiment passé avec grand-père Walter? Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai entendu le minuteur de la cuisine sonner en arrière-plan, une chaise raclée contre le carrelage. Ta mère s'est passée, a finalement dit Pam. Judy, ton grand-père a confronté Carole à propos. À propos de comment étaient les choses entre toi et Megan. À propos de la différence. Il l'a fait à Thanksgiving, il y a 16 ans, devant toute la table. Il a dit que ce n'était pas juste, la façon dont ta mère te traitait. Il a appelé les choses par leur nom. Qu'a fait maman? Ce qu'elle fait toujours. Elle a réécrit l'histoire. La voix de Pam a baissé. En moins d'1 mois, Carole avait dit à tout le monde, les voisins, le groupe paroissial, les collègues de Gary, que Walter perdait la tête, qu'il était devenu contrôlant, qu'il l'avait menacé. Rien de tout cela n'était vrai, Judy. J'y étais. Il n'a pas élevé la voix une seule fois. Il a juste énoncé un fait que ta mère ne pouvait pas tolérer d'entendre. J'ai pressé ma main contre mes côtes, et j'ai respiré. Est-ce que quelqu'un a pris sa défense? J'ai essayé. Ton père m'a dit de ne pas m'en mêler. Et Walter? Walter est juste devenu silencieux. Il a cessé d'appeler. Il a cessé de venir. Mais Judy. Elle a fait une pause. Et j'ai entendu quelque chose de prudent dans sa voix. Quelque chose qu'elle retenait. Il gardait des choses. Des lettres, des cartes, des choses que Carole renvoyait. Il gardait tout. Je me suis toujours demandé si quelqu'un aurait un jour besoin de les voir. La graine était plantée, les racines s'étendaient. Je suis retourné au bureau de Frost le lendemain matin, et j'ai ouvert la boîte. Mes mains tremblaient, quand j'ai dénoué la ficelle. Le papier est tombé, et en dessous se trouvait une boîte en bois, en cèdre, non vernie, avec un couvercle à charnière, que mon grand-père avait de toute évidence construite lui-même. Je pouvais voir les assemblages en queue d'aronde, les marques de ponçage, la légère ligne de crayon là où il avait mesuré à 2 reprises. À l'intérieur, la boîte était tapissée de feutre. Sur le dessus, une enveloppe scellée, avec mon prénom écrit de la main de mon grand-père, en lettres majuscules carrées, l'écriture d'un homme qui avait travaillé avec des outils toute sa vie. Sous l'enveloppe, 16 enveloppes plus petites, chacune datée à l'extérieur. Une pour chaque année écoulée depuis la rupture. 2008, 2009, 2010. Jusqu'à 2024. J'ai pris la première. Elle avait été ouverte, puis refermée avec du ruban adhésif. Ce sont des lettres qu'il vous a écrites chaque année, a dit Frost depuis l'autre côté du bureau.
Il a posté les 3 premières. Votre mère les a renvoyées sans les ouvrir. Après ça, il a continué à les écrire, mais a arrêté de les envoyer. Il a dit qu'il ne voulait pas donner à Carole la satisfaction de les lui renvoyer. Sous les lettres, un fin dossier chemise. Je l'ai ouvert, et j'y ai trouvé un relevé de paiement des frais de scolarité de mon école d'infirmière. Une bourse que j'avais reçue en 2e année, la bourse des travailleurs de la santé Keystone, avait été financée par une fiducie privée. La fiducie de Walter. Il avait payé 2 années de mes études, grâce à une bourse que je croyais venir de l'école. Et tout au fond de la boîte, glissée sous le dossier, une photographie. Elle avait été prise lors de ma remise de diplôme d'infirmière, il y a 9 ans. L'auditorium, la scène, les rangées de chaises pliantes, et dans la dernière rangée, debout près de la sortie, un vieil homme dans une veste en laine noire, les mains croisées devant lui, regardant. Mon grand-père. Il était là. J'ai ouvert l'enveloppe scellée posée sur le dessus. Une seule ligne, écrite dans ces mêmes majuscules carrées. Tu n'as jamais été seule, ma grande. Je suis restée assise dans le bureau de Frost pendant 2 heures, à lire ces lettres. 16 années d'une conversation à sens unique, avec une petite fille qui n'avait jamais répondu, parce qu'elle ignorait que la conversation existait. Les premières étaient de courtes nouvelles sur son atelier, une blague sur le chien du voisin, une ligne sur la météo. Mais vers 2012, les lettres avaient changé. Il avait commencé à suivre ma vie. Judy a obtenu son diplôme du programme de soins infirmiers de l'hôpital Sainte-Anne. 14 mai 2015. Judy a été promue infirmière en chef en réanimation pédiatrique. Elle était la plus jeune du service. Judy a déménagé dans un nouvel appartement sur Walnut Street, l'immeuble avec l'auvent bleu. Il connaissait la date de ma remise de diplôme. Il connaissait ma promotion. Il connaissait mon adresse. Pas parce qu'il m'observait depuis l'ombre. Frost m'a expliqué que Walter s'était abonné à la newsletter de l'hôpital Sainte-Anne, qui publiait les annonces du personnel, et qu'il avait demandé à Frost de vérifier les registres publics pour les changements d'adresse, une fois par an. Simple, légal, le genre de vérification discrète qu'un machiniste mettrait au point. Pas de drame, pas de confrontation, juste une attention prudente, et patiente, portée aux données. Les relevés de scolarité ont confirmé ce que Frost avait laissé entendre. Walter avait financé la bourse Keystone à travers sa fiducie. Un versement de 10 000 € chaque semestre, pendant 4 semestres. J'avais écrit une lettre de remerciement au comité des bourses, lors de ma 2e année. Frost en avait une copie dans ses dossiers. Mon grand-père l'avait lu, et l'avait gardé. 40 000 € sur 2 ans, payés sans un mot, sans en tirer le mérite, sans même une signature que je pourrais reconnaître. J'ai posé les lettres et j'ai regardé Frost. Pourquoi ne me l'a-t-il tout simplement pas dit? Il a essayé. Votre mère a renvoyé les lettres. Après ça, Walter a dit que la pire chose qu'il pouvait faire, c'était de vous forcer à choisir entre lui et vos parents, alors que vous étiez encore adolescente. Il a décidé d'attendre. La 6e lettre, datée de 2013, 5 ans après le silence, était celle qui expliquait tout. Walter l'avait écrite le jour de l'anniversaire du Thanksgiving où tout s'était effondré. Il a écrit « Je n'aurais pas dû le faire à table. C'était mon erreur. Mais j'avais regardé Carole t'installer tout au bout, avec les enfants des cousins, 2 années de suite, pendant que Megan s'asseyait en bout de table à côté d'elle. J'avais regardé Carole présenter Megan aux invités comme ma fille, et toi comme notre autre fille. J'avais regardé Judy apporter une tarte qu'elle avait cuisinée de A à Z, et Carole la poser sur le comptoir derrière celle achetée en magasin, sans dire un mot. La lettre décrivait ce qui s'était passé ensuite, avec des détails mécaniques et simples. La façon dont un machiniste documenterait un défaut, dans une machine. Walter avait posé sa fourchette, avait regardé Carole, et avait dit « Pourquoi Judy mange-t-elle avec les enfants ?» Le visage de Carole est devenu blanc. Gary a fixé son assiette. Megan a tendu la main vers le vin, et Carole a répondu devant toute la table, parce que ça ne dérange pas Judy. C'était cette réplique. 16 ans de silence sont nés de ce seul moment. Non pas parce que Walter avait été cruel. Non pas parce qu'il avait menacé qui que ce soit. Mais parce qu'il avait nommé la chose que Carole avait passé des années à prétendre inexistante, et il l'avait nommée devant des témoins. Votre mère ne pouvait pas tolérer d'être démasquée, a dit Frost. Alors, elle s'est assurée que plus personne n'écouterait jamais Walter.
En l'espace de quelques semaines, Carole avait appelé chaque parent, chaque voisin, chaque membre de la paroisse. Walter était sénile. Walter était contrôlant. Walter avait proféré des menaces. Dès Noël, Gary avait changé les serrures, et cessé de retourner les appels de son père. Walter a passé les 16 années suivantes seul, dans sa maison de du Nord, à 3 heures de route de sa petite fille, écrivant des lettres à une jeune fille qui pensait qu'il l'avait abandonné. Frost a ouvert un deuxième dossier, plus épais, plus ancien, avec une couverture bleue. Ceci est le dossier des instructions permanentes, a-t-il dit. Walter a rédigé la première version en 2012. Nous la mettions à jour tous les 2 ans. L'instruction permanente était exactement ce qu'elle semblait être. Walter avait rédigé un ensemble de directives documentées et notariées, qui donnaient à Frost l'autorité d'agir au nom de Judy, en cas d'urgence médicale, de crise financière, ou de menace juridique. Les conditions de déclenchement étaient spécifiques. Une hospitalisation de plus de 24 heures, une déclaration de faillite, ou un jugement civil dépassant 10 000 €. Si l'une de ces conditions était remplie, Frost était autorisé à liquider les actifs de la fiducie pour couvrir les frais, à livrer la boîte en cèdre en personne, et à établir le contact. Il n'a jamais voulu s'imposer, a dit Frost. Il m'a dit plus d'une fois, que la pire chose dans la campagne de Carole, c'est qu'elle a fonctionné. Vous avez grandi en croyant qu'il était celui qui était parti. Il disait que s'il se présentait sans y être invité, cela ne ferait que confirmer cette histoire. J'ai fixé le dossier. Comment a-t-il su pour l'accident? J'ai une alerte permanente sur votre nom, via un service de surveillance juridique, a dit Frost. Un outil standard pour les avocats en succession, gérant des bénéficiaires conditionnels. Votre nom est apparu dans un rapport d'accident de la police d'État de Pennsylvanie, mercredi soir. J'ai vérifié l'hôpital dès jeudi matin, et j'ai pris la route jeudi après-midi. Le jour de Thanksgiving. Pendant que ma mère coupait une dinde, et que ma sœur versait du vin pour 24 invités, un avocat de 67 ans dans une veste en laine noire, conduisait 3 heures sous le grésil, pour payer ma facture d'hôpital, et remettre la boîte d'un homme mort, à une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. J'ai repris la photographie de la remise des diplômes. Mon grand-père, debout dans la dernière rangée, en train de regarder. Il m'a vu, ai-je murmuré. Frost a hoché la tête. Chaque étape importante qu'il a pu trouver. Il a toujours été là. Cela s'est passé un jeudi, 9 jours après l'accident. J'étais chez moi, les côtes toujours bandées, en train de trier les dernières lettres de Walter à ma table de cuisine, quand mon téléphone s'est illuminé comme un standard téléphonique. 3 appels en absence de ma mère en 12 minutes. 2 de mon père, la première fois qu'il m'appelait directement depuis plus d'1 an. Un de Megan, et un texto de Carole qui disait « Nous devons parler de la succession de papa. Appelle-moi immédiatement. » Pas le grand-père, pas Walter. La succession de papa. Le père de mon père était mort depuis 1 mois, et ma mère ne l'avait pas mentionné une seule fois. Ni à moi, ni à Thanksgiving, ni lors du seul appel téléphonique froid après mon opération. Maintenant, soudainement, il redevenait le papa. J'ai posé le téléphone sur la table, écran vers le haut, et j'ai regardé les notifications s'accumuler. Carole, Judy, décroche le téléphone. Carole, c'est important. Megan, hey, maman dit qu'il y a quelque chose à propos des affaires de grand-père. Tu peux l'appeler. Gary, Judy, s'il te plaît, appelle ta mère. 4 personnes, qui n'avaient pas appelé quand je saignais sur la bande d'arrêt d'urgence. 4 personnes, qui n'avaient pas appelé quand j'étais en salle d'opération pendant 6 heures. 4 personnes, qui n'avaient pas appelé quand je m'étais réveillé seul, avec un tableau blanc qui disait « On refusait de venir ». Maintenant, il faisait exploser mon téléphone, parce qu'il y avait de l'argent sur la table. J'ai écouté le dernier message vocal. La voix de Carole. Et c'est la partie qui m'a fait plus mal aux côtes que l'accident lui-même. Elle était chaleureuse. Douce. Une voix que je n'avais pas entendue depuis mes 12 ans. Et elle pensait toujours que je pourrais finir par réagir comme Megan. Ma chérie, nous avons été si inquiets pour toi. Je suis tellement désolé que nous n'ayons pas pu venir à l'hôpital. Le dîner de Megan était déjà prévu, et nous ne pouvions tout simplement pas reprogrammer. Mais nous voulons arranger les choses. Viens à la maison. Nous sommes une famille. J'ai supprimé le message vocal.
Je n'ai pas rappelé pendant 3 jours. J'avais besoin de ce temps pour ne pas planifier de vengeance. Je veux être clair là-dessus. Je ne suis pas quelqu'un qui tend des pièges. Je suis infirmière en soins intensifs. Je résous les problèmes. J'identifie le problème. Je rassemble les données. Et je mets en place une solution qui protège le patient. Le patient, dans ce cas, c'était moi. Lundi, j'ai appelé Frost. Ma mère veut que je vienne à un dîner de famille, lui ai-je dit. Elle présente ça comme une réconciliation, mais elle a mentionné la succession dans son premier texto. Je m'y attendais, a répondu Frost. Il avait l'air fatigué, de la façon dont les gens ont l'air, quand ils ont regardé un accident de voiture au ralenti pendant 16 ans. La fiducie est inattaquable, Judy. Révocable, elle est devenue irrévocable au décès de Walter. Vous êtes la seule bénéficiaire. Il n'y a aucun mécanisme légal permettant à vos parents de la contester. Ils ont été délibérément exclus avec une clause de non-contestation, et la fiducie a été financée des années avant la mort de Walter. Il n'y a donc aucune base pour une plainte de manipulation. Je veux que vous soyez là, ai-je dit. Au dîner. Frost a fait une pause. Pourquoi? Parce que ma mère a passé 16 ans à raconter une histoire sur un homme qui ne pouvait pas se défendre. Maintenant, il le peut. Pas avec des cris, pas avec un procès, juste avec les lettres qu'il a gardées, et la vérité qu'il a documentée. Je pouvais entendre Frost retourner la question dans son esprit. Walter aurait détesté faire une scène, a-t-il dit. Mais il a gardé ses lettres pour une raison. Et il a gardé les cartes que votre mère a renvoyées. Et il a gardé l'email du groupe paroissial, où Carole disait à la congrégation qu'il avait été interné, ce qui était un mensonge. Je n'étais pas au courant pour l'email. Je serai là, a dit Frost. Le dîner est samedi, lui ai-je dit. Chez ma mère. La famille élargie. Elle aura un public. Vous aussi. J'ai passé la semaine à me préparer, de la façon dont je me prépare pour un arrêt cardiaque. Systématiquement, sans émotion, vérifiant chaque ligne et chaque câble. Frost m'a fait parvenir par coursier des copies des documents clés. L'acte de fiducie me désignant comme seul bénéficiaire, les relevés de versement des frais de scolarité de la bourse Keystone, et le registre des courriers retournés. Un tableau que Walter avait tenu pendant 16 ans, listant chaque lettre, chaque carte d'anniversaire, et chaque cadeau de Noël qu'il avait envoyé, et qui était revenu marquer le retour à l'expéditeur de la main de Carole. Il y avait 47 entrées. 47 lettres et paquets que mon grand-père m'avait envoyés, que ma mère avait interceptés et renvoyés, sans jamais me dire qu'ils existaient. J'ai aussi demandé une copie de mon dossier médical de Gésinger, spécifiquement la note de contact familial du soir de l'accident. L'écriture du docteur Okafor était petite et précise. Famille prévenue à 6h05. La mère a déclaré « Nous viendrons si elle meurt ». A refusé de se présenter. Patiente stable en post-opératoire. J'en ai fait 3 copies. J'en ai mis une dans mon sac, une dans mon classeur, et une dans une enveloppe que j'ai laissée à Renata. Parce que les infirmières en soins intensifs ont toujours un plan de secours, pour leur plan de secours. Je n'ai pas répété de discours. Je n'ai pas rédigé d'arguments. Je n'ai pas fantasmé à l'idée de voir le visage de ma mère s'effondrer. J'ai simplement organisé l'épreuve, de la même manière que j'organiserais le dossier d'un patient. De façon chronologique, documentée, et suffisamment claire, pour que quiconque le lise parvienne à la même conclusion. Mon grand-père m'avait aimé silencieusement pendant 16 ans, pendant que ma mère l'avait effacé bruyamment. Les documents rendaient ce fait indiscutable. Le vendredi soir, j'ai repassé un chemisier, j'ai pris 3 ibuprofènes pour mes côtes, et je me suis couché tôt. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Il y a une sorte de calme particulier, qui vient du fait de savoir exactement ce qu'on va dire, et exactement quand on va le dire. Megan m'a appelé samedi matin, 5 heures avant le dîner. Je buvais un café à ma table de cuisine, la boîte en cèdre ouverte à côté de moi, les lettres de Walter empilées par ordre chronologique. Judy, je veux te parler avant ce soir. Sa voix avait ce ton enjoué, et contrôlé, la voix d'une femme qui avait été coachée. Écoute, je sais que les choses ont été compliquées, mais grand-père aurait voulu que nous soyons ensemble. C'était un homme de famille. Et peu importe ce qu'il a laissé derrière lui, ça devrait rester dans la famille.
C'est juste du bon sens. Du bon sens. Ma sœur, qui ne m'avait pas appelé à l'hôpital, qui ne m'avait pas envoyé de texto pendant mon opération, qui avait organisé un dîner de Thanksgiving pour 24 personnes pendant que je me réveillais seul avec un tube dans le côté. Elle invoquait maintenant le bon sens et les valeurs familiales, pour m'expliquer pourquoi je devais remettre l'héritage d'un mort. Megan, savais-tu que grand-père était mort? Maman l'a mentionné 3 semaines avant ton accident. As-tu pensé à me le dire? Un silence. Puis, maman a dit que ce n'était pas le bon moment. Le bon moment pourquoi? Judy, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Nous t'avons élevé. Maman et papa ont fait des sacrifices. Maman a dit qu'elle viendrait si je mourais. C'est sorti doucement. Sans colère, juste comme un fait. De la façon dont j'annoncerais une tension artérielle. J'ai entendu le souffle de Megan se couper. Ça. Elle ne le pensait pas comme ça. Comment le pensait-elle, Megan? Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais l'entendre déglutir. Viens juste ce soir, a-t-elle dit. Nous pourrons régler ça en famille. Je serai là, ai-je répondu. Et je le pensais, mais pas de la façon dont elle l'entendait. Mon père a appelé 1 heure après Megan. Cela m'a surprise. Gary Brewster n'était pas un homme qui passait des appels téléphoniques. C'était un homme qui se tenait à l'arrière-plan des photos de famille, les mains dans les poches, avec un demi-sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Un homme qui laissait sa femme parler, planifier, décider. Un homme qui avait laissé sa femme effacer son propre père de sa vie, et qui avait passé 16 ans à se convaincre que c'était la bonne décision. Judy. Sa voix était différente de celle de Carol et Megan. Plus faible. Ta mère organise un beau dîner ce soir. Elle veut qu'on. Tu sais, qu'on se reconnecte. Je sais ce qu'elle veut, papa. Une pause. Je pouvais entendre une télévision allumée à faible volume en arrière-plan. Peut-être l'avant-match de football. Gary dans son fauteuil inclinable. J'aurais dû appeler l'hôpital, a-t-il dit. La phrase est sortie comme s'il l'avait pratiquée pendant des jours, sans pour autant réussir à bien la formuler. Quand Dana, l'infirmière, a appelé, j'aurais dû prendre la voiture. Je le sais. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'installer. Ton grand-père, a-t-il dit, puis il s'est arrêté. Je l'ai entendu s'éclaircir la gorge. C'était un homme bien, Judy. Il était difficile parfois, mais c'était un homme bien, et j'aurais dû. Sa voix s'est brisée, juste pendant une seconde. Une fissure dans le mur, qu'il avait passé 16 ans à renforcer. Puis, la voix de Carol en arrière-plan, Gary, à qui parles-tu? Et d'un coup, la fissure s'est refermée. Viens juste ce soir, a-t-il dit. Plus doucement maintenant. Pense à ta mère. Pense à ta mère. Pas, pense à ce qui est juste. Pas, je suis désolé de t'avoir laissé te réveiller seul. Pas, mon père me manque. Pense à ta mère. Je serai là, papa. J'ai raccroché. Après l'appel de Gary, je me suis assise avec la dernière lettre de Walter, celle datée de 3 mois avant sa mort, et je l'ai lue pour la 4e fois. Il l'avait écrite d'une main plus tremblante que les précédentes. Les majuscules étaient légèrement de travers, le stylo appuyant plus fort sur les traits descendants. Ma grande, écrivait-il. J'ai 79 ans, et le médecin dit que mon cœur ralentit. Je n'ai pas peur. J'ai construit des choses toute ma vie, des machines, des pièces, des joints qui tenaient sous la pression. La seule chose que j'ai construite et dont je sois le plus fier, c'est toi. Même si tu ne le sais pas encore, cet argent n'est pas un prix. C'est une fondation. Je ne l'ai pas économisé pour que tu puisses acheter une maison, ou prendre ta retraite plus tôt. Je l'ai économisé, pour que tu puisses faire la chose que tu as toujours voulu faire de toute façon. Prendre soin des gens, sans jamais avoir à te demander, si quelqu'un prenait soin de toi. Utilise-le comme tu veux. Mais si tu cherches une suggestion, trouve les enfants qui n'ont personne, dans la dernière rangée. Sois leur dernière rangée. J'ai reposé la lettre. Je savais ce que j'allais faire de la succession, avant même de finir de la lire. Pas parce que Walter me l'avait demandé. Mais parce qu'il avait décrit la forme exacte du vide que j'avais porté toute ma vie,
et qu'il m'avait donné un moyen de le combler, pour quelqu'un d'autre. Le fonds Walter Brewster. Des bourses pour les étudiants en soins infirmiers de première génération. Des jeunes qui sont entrés dans le programme grâce à leur propre mérite, mais qui n'avaient pas de famille pour les encourager au premier rang. Des jeunes comme moi, il y a 20 ans, qui pensaient qu'une bourse mystérieuse n'était qu'un coup de chance, et qui n'auraient jamais imaginé que c'était de l'amour déguisé. J'ai plié la lettre, et je l'ai remise dans la boîte. Ce soir, j'allais entrer dans la maison de ma mère, sans rien porter d'autre qu'un sac de documents et la vérité. C'était suffisant. Ça avait toujours été suffisant. Le trajet jusqu'à Dunor a pris 3 heures. La même route, les mêmes montagnes, le même tronçon de la route 15, où ma Camry avait percuté la glissière 2 semaines auparavant. La voiture de location, une Nissan grise qui sentait le désodorisant et les regrets du passé, se conduisait bien. Les routes étaient sèches. Le ciel était couvert, mais dégagé. Mes côtes me faisaient mal avec une pulsation basse et sourde, rien à voir avec la sensation de verre brisé de l'hôpital. Plus comme un bleu maintenant, un rappel qui perdait de son acuité, de la façon dont la douleur s'atténue, quand on arrête de se crisper contre elle, et qu'on commence à respirer à travers elle, à la place. J'ai passé le lieu de l'accident sans m'arrêter. Il y avait une éraflure fraîche sur la glissière, une trace argentée contre la rouille là où ma voiture s'était repliée, mais quelqu'un avait déjà placé un cône réfléchissant à côté, et la vie avait continué. J'ai pensé à Walter, faisant le même trajet, année après année, seul dans son pick-up Ford, 3 heures aller-retour. Juste pour se tenir à l'arrière d'un auditorium, d'un stade, ou du parking d'une église, et regarder de loin. Sans jamais s'approcher, sans jamais exiger d'être reconnu. Juste être là, silencieusement, de la façon dont des fondations soutiennent un bâtiment, sans que personne ne remarque qu'elles sont là. Tu n'as jamais été seule, ma grande. Son écriture a nagé devant mes yeux, et j'ai dû me garer sur une aire de repos près de Williamsport, pour m'essuyer le visage, boire un peu d'eau, et laisser mes côtes cesser de palpiter. Je n'allais pas entrer dans la maison de ma mère avec les yeux rouges. J'allais entrer de la même manière que j'entre dans un code bleu, calme, préparé, et avec une idée claire de ce qui devait se passer ensuite. À 17h47, je me suis garé dans l'allée de mes parents. 8 voitures, la maison était pleine. Carole avait invité toute la famille. J'ai pris mon sac, j'ai vérifié les documents une dernière fois, et je suis sorti de la voiture. Ma mère a ouvert la porte dans un pull couleur crème et des boucles d'oreilles en perles, ses cheveux fraîchement coiffés, son sourire assez large pour vendre de l'immobilier. Judy. Oh, ma chérie, entre. Elle m'a serré dans ses bras avec précaution, parce que même Carole Brewster savait qu'il ne fallait pas serrer une femme avec des côtes cassées. Et par-dessus son épaule, je pouvais voir la salle à manger. La table de 24 places était dressée pour 12, ce soir-là. Du linge blanc, la belle porcelaine, un centre de table en feuilles d'automne, et des citrouilles miniatures que Megan avait probablement trouvées sur Pinterest. Tante Pam était dans la cuisine, en train d'essuyer un plat de service. Elle a croisé mon regard, et m'a fait un petit signe de tête. Le genre de signe qui disait « Je sais pourquoi tu es là ». 2 de mes cousins, Tyler et Bridget, étaient sur le canapé avec leur téléphone. Megan versait du vin sur le buffet, et son fiancé Derek faisait la conversation à mon père, qui se tenait près de la cheminée, les mains dans les poches, ressemblant à un homme qui voulait être n'importe où ailleurs. Frost n'était pas encore là. Il m'avait dit qu'il arriverait à 18h15, soit 15 minutes après moi. Assez de temps pour que Carole s'installe dans sa performance, avant que le rideau ne se lève. « Tu as l'air mince » a dit Carole en me guidant vers le salon. « Il faut qu'on te fasse manger quelque chose. » Megan a préparé sa soupe à la courge butternut. Sa main était sur mon coude, me guidant de la façon dont elle l'avait toujours fait. Vers le siège qu'elle avait choisi, au bout de la table qu'elle avait dressée, dans la version de la famille qu'elle avait scénarisée. En fait, maman, ai-je dit. Je voudrais attendre que tout le monde soit assis. Elle a cligné des yeux. Bien sûr, ma chérie. Elle souriait toujours. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans mon sac. Elle n'avait aucune idée que Frost était à 12 minutes de là. Et elle n'avait aucune idée que la femme qui se tenait dans son entrée n'était plus la même Judy, qui avait conduit pour rentrer à Thanksgiving, 2 semaines plus tôt. Nous nous sommes assis à 18h10. Carole m'avait placé entre Megan et tante Pam. Un choix stratégique,
ai-je réalisé, conçu pour me garder flanqué par la loyauté familiale. La soupe à la buternue a été servie. La prière a été dite. Par Carole, qui a remercié Dieu d'avoir réuni sa famille, comme elle devait l'être. Meghan m'a serré le bras. Derek a complimenté la décoration de la table. Mon père n'a rien dit. La sonnette a retenti à 18h15. Je me suis levé. C'est pour moi, ai-je dit. Les yeux de Carole se sont plissés, juste pendant une seconde, avant que le sourire ne reprenne sa place. J'ai ouvert la porte d'entrée, et Daniel Frost est entré. Veste en laine noire sur une chemise repassée, portant une mallette en cuir. Voici Daniel Frost, ai-je dit. L'avocat de grand-père Walter. La table s'est immobilisée. Meghan a posé son verre de vin. Gary a regardé son assiette. Tante Pam a croisé les mains. Carole a récupéré la première. Elle le faisait toujours. Comme c'est gentil, a-t-elle dit, la voix enjouée. S'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons largement assez. Frost s'est assis. Carole lui a servi de la soupe. Et puis, pendant que tout le monde mangeait, et que les banalités remplissaient la pièce comme du gaz avant qu'on allume une allumette, Carole a joué son coup. Elle a posé sa cuillère, a tendu la main à travers la table, et a pris la mienne. Judy, ton père et moi avons discuté de la succession de grand-père Walter. Elle a fait une pause pour les faits, scrutant la table pour s'assurer que tout le monde écoutait. Nous savons que Walter a laissé des choses derrière lui. Et nous pensons qu'en tant que famille, la bonne chose à faire est de les partager. Walter était un homme de famille. Il n'aurait pas voulu qu'une seule personne hérite de tout, pendant que le reste d'entre nous serait laissé de côté. Elle a regardé Frost, puis m'a regardé. C'est ce qu'il aurait voulu. Je l'ai laissé terminer. J'ai laissé la pièce absorber sa version des faits. Et puis, j'ai mis la main dans mon sac. J'ai posé la pile de lettres sur la table, à côté de mon bol de soupe. Ces enveloppes jaunies sur les bords, chacune datée de l'écriture carrée de Walter. Ce sont des lettres que grand-père Walter m'a écrites, ai-je dit. Une chaque année, pendant 16 ans. La table était silencieuse. La main de Carole était toujours tendue vers la mienne, figée au milieu de son geste. Il a posté les 3 premières. Maman, tu les as renvoyées. Je ne regardais pas Carole quand je l'ai dit. Je regardais tante Pam, Tyler, Bridget, et Derek. Les témoins. Après ça, il a arrêté de les poster, mais il a continué à écrire. J'ai ouvert la lettre de 2013, et j'ai lu 2 phrases à haute voix. Celle qui parlait de la table de Thanksgiving, du fait que Meghan était assise en bout de table, et que je mangeais avec les enfants des cousins. Du fait que Walter avait posé sa fourchette, et avait posé une question qui lui avait coûté sa famille, pourquoi Judy mange-t-elle avec les enfants? Pam a pressé sa main contre sa bouche. Bridget a regardé son téléphone, puis l'a posé face contre la table. Carole a ouvert la bouche, mais j'ai continué. J'ai placé les relevés de frais de scolarité sur la table. Grand-père a payé 2 ans de mon école d'infirmière, à travers une fiducie privée. Je ne le savais pas avant la semaine dernière. Ensuite, j'ai placé le registre des courriers retournés à côté. 47 lettres et cadeaux envoyés sur 16 ans. Tous renvoyés par toi, maman, avec ton écriture. Et puis j'ai placé la note de dossier médical. L'écriture petite et précise du docteur Rocafort, sur le papier à en-tête du centre médical de Gésinger. Ceci date de la nuit de mon accident de voiture. L'infirmière en chef t'a appelé à 6 heures du matin, pour te dire que ta fille subissait une opération chirurgicale d'urgence. Je l'ai lu à voix haute, de manière stable. De la façon dont je lirais un résultat d'analyse à un parent en réanimation. Factuel, calme, sans aucune inflexion. Famille prévenue à 6h05. La mère a déclaré, nous viendrons si elle meurt. A refusé de se présenter. Patiente stable en post-opératoire. Il n'y a pas eu de halètement dans la pièce. Elle n'a pas explosé. Elle est juste devenue très, très silencieuse. Le genre de silence qui se produit, quand 12 personnes retiennent toutes leur souffle en même temps, et que personne ne veut être le premier à expirer. Carole a craqué la première. Sa chaise a raclé en reculant, et elle s'est levée, les mains à plat sur la table. Le pull crème, les boucles d'oreilles en perles,
et le centre de table Pinterest ressemblait soudain à un costume qui n'était plus à sa taille. C'est. Tu déformes tout, a-t-elle dit. Sa voix est montée. Walter était instable. Il était contrôlant. Il a essayé de retourner cette famille contre moi, et j'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait. J'ai protégé mes enfants. De quoi, a dit doucement tante Pam, depuis l'autre bout de la table. La tête de Carole s'est tournée brusquement vers elle. D'un homme qui ne pouvait pas se mêler de ses affaires. Il a demandé pourquoi Judy mangeait avec les enfants. Carole, c'est tout ce qu'il a fait. Il m'a humilié devant ma propre famille. Le masque de Carole a glissé, et ce qu'il y avait en dessous n'était ni du chagrin, ni de la peur. C'était de la rage. 16 années de narration maintenue, s'effondrant devant les personnes qu'elle avait passé 16 ans à convaincre. Elle s'est tournée vers moi. Tu as toujours été comme ça. Dramatique, difficile. Tu penses que parce qu'il t'a laissé de l'argent, ça te rend spécial? Il t'a empoisonné contre nous, Judy. C'était un vieil homme amer, qui ne pouvait pas lâcher prise. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas levé. Je suis resté sur ma chaise, les mains croisées, mes côtes douloureuses, et ma voix aussi plate qu'une ligne de monitoring cardiaque. Frost, ai-je dit. Frost a ouvert sa mallette. La fiducie est irrévocable, a-t-il dit. Judith est la seule bénéficiaire désignée. Walter a exclu tous les autres membres de la famille nommément, avec une clause de non-contestation. Toute tentative de contester la fiducie entraîne la perte automatique de toute réclamation résiduelle. Les documents ont été déposés auprès du tribunal des successions du comté de Lackawanna. Carole a regardé Frost, puis moi, puis à nouveau Frost. Ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire était serrée. Tu as planifié ça, a-t-elle murmuré. Non, ai-je répondu. Grand-père l'a fait. Je me suis levé, pas rapidement, pas en colère. De la façon dont on se lève quand un service est terminé, et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Tu as dit que tu viendrais si je mourais. J'ai survécu. Nous en avons terminé. Personne n'a bougé pendant environ 5 secondes. Puis, tante Pam a repoussé sa chaise, et a contourné la table, pour se tenir à côté de moi. Elle n'a pas dit un mot. Elle est juste restée là. Un témoin qui choisit son camp, de la façon dont les témoins le font, quand les preuves sont claires. Tyler a suivi, puis Bridget. Megan est restée assise, son verre de vin intact, fixant la pile de lettres comme si c'était un problème de mathématiques, qu'elle ne pouvait pas résoudre. Derek étudiait la nappe. La performance de Carole a changé. La rage a fondu en larmes. Pas le genre silencieux. Le genre bruyant, les épaules tremblantes, haletant, qui remplit une pièce et exige de l'attention. Le genre conçu pour que tout le monde arrête ce qu'il fait, et console la personne qui pleure. Comment as-tu pu me faire ça, a-t-elle dit, en s'épongeant les yeux avec sa serviette en lin. Je t'ai tout donné. Je t'ai élevé. Et c'est comme ça que tu me rembourses, devant tout le monde. J'avais déjà vu ça aux soins intensifs, quand un parent qui négligeait son enfant depuis des mois, se mettait soudainement à sangloter au moment où les services sociaux se présentaient. Les larmes étaient réelles. Le chagrin était réel. Mais ce n'était pas du chagrin pour l'enfant. C'était le chagrin, pour la version de l'histoire qui n'était plus crédible. Mon père n'avait pas bougé. Il était assis sur sa chaise en bout de table, les mains sur les genoux, fixant les lettres. Ses lèvres étaient pincées, et son menton a tremblé. Juste une fois, un seul tressaillement involontaire. Et j'ai su, qu'il pensait à son père. À 23 ans d'appels téléphoniques, qu'il aurait pu passer et n'a pas passé. À des funérailles auxquelles il a assisté, sans prendre la peine d'en informer sa petite fille. Il ne s'est pas excusé. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas dit un mot. Ce silence était en soi sa propre forme de réponse. Megan a finalement pris la parole. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire, légalement. Frost a secoué la tête. La fiducie est définitive. Megan a pris son verre de vin, et a bu. J'ai rassemblé les lettres, et je les ai remises dans la boîte en cèdre. 16 années d'une conversation que je ne savais pas avoir eue, écrite par un homme que je ne savais pas à l'écoute. La boîte semblait différente maintenant. Plus légère, d'une certaine façon.
de la façon dont une valise semble plus légère sur le trajet du retour, parce qu'on a laissé la chose la plus lourde derrière soi. J'ai pris mon téléphone sur la table. Aucun nouveau message, aucun appel en absence. Pendant 2 semaines, cet écran noir avait été une accusation. La preuve que personne ne se souciait assez de moi, pour m'appeler. Maintenant, c'était autre chose. Je l'ai retourné face contre la table, et je l'ai laissé là pendant un instant. Laissant Carole le voir, laissant la pièce le voir. Puis je l'ai pris, et je l'ai mis dans ma poche. Le silence était à moi, maintenant. Tante Pam, ai-je dit. Merci. Elle m'a serré le bras. Frost, je vous appellerai lundi à propos du fond. Il a hoché la tête. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle était assise sur sa chaise, la serviette tordue dans ses mains, le mascara coulant sur ses 2 joues, entourée par la table de Thanksgiving, qu'elle avait mis 16 ans à construire. La porcelaine, le linge de table, le centre de table, la narration. Tout était intact, à l'exception de la seule chose qui comptait, la vérité, sur qui elle était vraiment. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti par la porte d'entrée, dans la nuit de novembre. L'air froid a frappé mon visage, et mes côtes m'ont fait mal une dernière fois. Une douleur vive et nette, comme un point de suture qu'on tire, comme quelque chose qui se referme. Et puis la douleur s'est adoucie, comme elle le fait, quand la guérison a finalement commencé, et que votre corps le sait, avant votre cerveau. 6 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de Frost, et j'ai signé les papiers pour la création du fonds Walter Brewster. La fiducie était substantielle. Pas une fortune, mais toute une vie d'économie prudente et d'investissement intelligent d'un machiniste. Assez pour doter une bourse annuelle, destinée aux étudiants en soins infirmiers de première génération, dans 3 écoles de Pennsylvanie. Avec une préférence pour les candidats qui, dans les termes que Frost et moi avions rédigés ensemble, font preuve de résilience en l'absence de soutien familial. Frost a encadré la photo de Walter à la remise de diplôme, et l'a accrochée dans son bureau. J'ai gardé la boîte en cèdre sur ma table de nuit. Certains matins, je l'ouvre, et je lis l'une des lettres. Pas toutes, juste une. De la façon dont on revisiterait une conversation, avec quelqu'un qu'on aime. La première bourse a été attribuée en mars, à une jeune femme de 20 ans d'Allentown, qui avait été placée en famille d'accueil, depuis l'âge de 12 ans. Elle ne savait pas qui finançait la bourse. Elle a écrit une lettre de remerciement au comité, et je l'ai lue dans le bureau de Frost. Et j'ai pensé à la lettre de remerciement que j'avais écrite 10 ans plus tôt, à un comité de bourse, qui n'était autre que mon grand-père, assis seul à sa table de cuisine, lisant mes mots, et les rangeant dans un dossier. Ma mère a appelé une fois, 3 semaines après le dîner. Je n'ai pas décroché. Mon père n'a jamais appelé. Megan a envoyé un texto disant que nous devrions parler, et j'ai répondu, je ne pense pas. Tante Pam et moi dînions ensemble une semaine sur 2. Elle me racontait des histoires sur Walter, que je n'avais jamais entendues. Comment il avait construit la boîte en cèdre dans son atelier, au cours d'une année, ponçant les joints jusqu'à ce qu'ils soient invisibles. Comment il avait dit à Pam un jour, que la boîte serait pour Judy, quand le moment viendra. Mes côtes ont guéri. Les cicatrices se sont estompées en fines lignes blanches le long de mon côté gauche. En février, je pouvais prendre une grande inspiration sans grimacer. Une inspiration profonde et nette, qui remplissait complètement mes poumons. Et à chaque fois que je le faisais, je pensais à la dernière lettre de Walter, et à cette phrase qui vivait désormais comme une pulsation, sous tout ce que je faisais. Tu n'as jamais été seule, ma grande. Eux non plus, désormais. J'avais l'habitude de penser que la famille, c'était les gens qui partagent votre nom de famille, votre table de dîner, et votre sang. J'avais tort. La famille, c'est la personne qui se tient dans la dernière rangée, lors de votre remise de diplôme, dans une veste en laine noire. Cette personne qui vous regarde, qui ne dit rien, et qui s'assure que vous ne tomberez jamais, sans que quelqu'un soit là, pour vous rattraper. C'est mon histoire. Un accident, une phrase que je n'oublierai jamais d'avoir entendue, et un homme discret qui n'a jamais cessé d'être là. Si cela vous a rappelé quelqu'un, qui vous a aimé à distance, ou si cela vous a rappelé d'être cette personne pour quelqu'un d'autre, dites-le leur aujourd'hui. Et si quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre ceci, partagez-le avec lui. Merci d'avoir été là. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine histoire.